Bonjour à tous, c'est parti. Nous sommes aujourd'hui le 5 juin et puis nous avons l'honneur de recevoir Laurence Neya Makaba. Bonjour. Bonjour. C'est une jeune femme très dynamique, fondatrice d'un festival très connu, malheureusement qu'on n'aura pas cette année, qu'on n'aura pas eu cette année, mais qu'on a eu des autres années. Elle est aussi membre du Césaire. Le Césaire, on en parle beaucoup depuis quelques semaines à la suite du document qui est sorti, présenté par Christophe Wachter, que nous avons reçu. Et puis, Laurence est aussi consultante. C'est tout ce que je peux dire sur sa bio, parce que le reste de la bio, c'est Marie-France. Bonjour. Bonjour, oui, je prends la relève et je confirme, c'est une jeune femme très dynamique. Alors, Laurence Makaba, eh bien, vous êtes née en 1981 au Sabim. Votre père était infirmier et votre maman agent administrative. Vous avez deux jeunes sœurs, donc vous avez grandi à Grand-Camp. Alors, enfant, vos après-midi, eh bien, vos mercredis après-midi, pardon, étaient consacrés à la danse, à l'Académie du Cas. Mais vous étiez en fait une petite fille particulièrement rêveuse. Du moins, c'est ce qu'on pouvait lire régulièrement sur vos bulletins de notes. En fait, vous dévoriez les livres, tous les livres. Depuis le jour où une maîtresse a dit à vos parents, aidez-la à la lecture en la faisant déchiffrer les panneaux publicitaires. Eh bien, ça a été un déclic et à partir de là, vous êtes pris de passion pour la lecture. Alors, à la récréation, à la maison, en fait, vous aviez toujours un bouquin à la main. Les histoires, on va dire, vous passionnaient peut-être plus que les devoirs. On vous rappelait souvent alors, quand vous étiez en général, eh bien, perdu dans votre monde à vous, votre monde imaginaire. Alors les seuls moments quand même où vous acceptiez un peu de déroger à la règle, c'était pendant les grandes vacances chez vos grands-parents, à Petit Canal, à Port-Louis ou à Anse-Bertrand. Pourquoi? Parce que là, vous vous retrouviez entre cousins et cousines et vous dites d'avoir gardé de ces moments-là de très très bons souvenirs. Alors Laurence, eh bien, vous poursuivez votre scolarité au lycée de Providence, aux Abîmes. À cette époque, eh bien, vos parents quittent Grand-Camp pour aller s'installer à Petit Canal. Alors là, c'est le choc pour l'adolescente que vous êtes. Vous étiez habituée à vivre au cœur de la cité, tout près des pôles d'animation. Et là, tout d'un coup, vous vous retrouvez loin de tout, parfois attendre un bus qui ne viendra jamais. Alors à ce moment-là, effectivement, c'est en même temps l'arrivée d'Internet et c'est aussi, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, la période où vous posez enfin vos livres. Au lycée, eh bien au lycée, vous vous êtes imaginé avocate et vous vous voyez en fait défendant les plus humbles dans de grandes plaidoiries où la justice finissait toujours par aboutir. Moralité, eh bien vous êtes tout naturellement, vous avez opté pour le droit, mais en deuxième année de doc de droit, eh bien vous changez d'orientation et vous décidez de vous lancer dans la communication et l'événementiel. Et d'ailleurs, vous faites ici une licence. Alors, vous auriez pu la faire ailleurs, vos parents d'ailleurs auraient été tout à fait d'accord, mais vous, pas du tout. Et vous vous dites que vous aviez déjà le sentiment à cette époque que c'était ici et nulle part ailleurs que vous aviez votre place et des choses à faire. L'histoire le prouvera d'ailleurs. Donc, vous partez plus tard, vous partez en fait à 28 ans, mais entre-temps, vous avez été ici très actif. D'ailleurs, pendant votre licence, vous en profitez pour également ouvrir votre société. Une société donc de communication et d'événementiel. Et puis, vous ouvrez un bar très tendance, le Wilson Café, où les slameurs peuvent comme ça avoir la possibilité de venir déclamer leurs textes. Et puis, ce n'est qu'en 2009, effectivement, que là, vous allez quitter votre île natale. Vous hésitez encore pour une école de journalisme ou une école de pub. Finalement, ce ne sera aucune des deux, puisqu'en arrivant à Paris, eh bien, vous vous lancez dans l'aventure pour le lancement, justement, à l'époque, de la fameuse télévision Biblac. Vous allez rester avec eux jusqu'en 2011 et puis ensuite pendant 2 ans vous allez collaborer à la rédaction d'un magazine africain et en 2013 vous décidez dardard de revenir chez vous. Voilà. Donc eh bien à ce moment-là vous rentrez et vous créez une nouvelle entreprise. Alors cette fois-ci elle sera plus ciblée sur la réalisation de projets de territoire, mais ça l'émission nous permettra de développer le sujet. Et vous avez entre autres par contre fait aboutir le fameux festival Héritage de Petit Canal. Aux questions traditionnelles, alors, votre plus beau souvenir de vie, eh bien, vous me dites, non sans une certaine pétillance, j'allais dire, c'est la rencontre avec votre petit garçon qui a aujourd'hui 4 ans. Votre plus mauvais souvenir, eh bien, en fait, c'est l'année 2008, parce que 2018, pardon, excusez-moi. Parce que cette année-là, en fait, eh bien, une collectivité a failli à ses engagements financiers et vous a failli quand même plus d'1 an pour réussir à redresser la barre. Pour vous, la plus grande des qualités, eh bien, c'est savoir se remettre en question. Le plus grand des défauts, c'est la couardise, c'est la lâcheté. À la question quel est votre endroit préféré sur cette planète, sans surprise, vous répondez la Guadeloupe. Si vous aviez un seul objet à emmener dans vos bagages pour traverser la planète et partir plusieurs mois, eh bien, ce serait tout simplement une photo de famille.
Et enfin, à la question, est-ce que dans votre parcours de vie, vous avez rencontré quelqu'un qui vous a influencé? Vous répondez sans hésiter, Ghislaine Nanga. Alors, elle est aussi férue de patrimoine, comme vous, je le sais. C'est une femme que vous admirez énormément. Et par exemple, vous dites quand vous avez intégré le club des communicantes, vous étiez d'ailleurs la plus jeune des adhérentes à ce moment-là. Eh bien, Ghislaine Nanga, vous dites par son dynamisme, son implication, aussi sa bienveillance, eh bien, elle vous a intégré, accompagné. Merci beaucoup d'être notre invitée aujourd'hui. Merci Marie-France pour ce voyage dans la vie de Laurence. Alors Laurence, traditionnellement, on commence le VIP avec une question d'actualité. La question d'actualité, c'est Floyd. Oui. Comment vous avez vécu ça, ce que vous en pensez? Il y a une manif avant-hier, il y en aura une d'ailleurs demain encore à Pointe-à-Pitre. Nous sommes loin des États-Unis, mais en même temps très proches. Oui, oui. Mais, alors moi, ça m'a beaucoup interrogée. Alors déjà, les États-Unis, évidemment, on sait que c'est compliqué, on sait que c'est violent. Mais ce qui m'a interrogée, c'est vraiment le détachement des médias français, le détachement de la France, alors qu'il y a exactement le même type de problématique. Adama Traoré est mort en 2016 avec 3 personnes, 250 kilos sur le dos. Et on trouve des gens pour faire... Alors déjà, il y a la police qui n'arrête pas, l'IGPN qui trouve qu'il n'y a pas de problème. Un des médecins qui font une autopsie qui trouve que c'est la drépanocytose qui l'a tué, pas 3 personnes assises sur son dos. Enfin, quand on regarde et qu'on compare, c'est exactement la même chose en fait. Et on est en train de nier quelque part l'humanité de certaines personnes. Et en France, on regarde ça avec détachement en se disant non, non, c'est pas nous. Aux États-Unis, oh là là, c'est violent, ils sont racistes eux. Alors que pour le coup, là, c'est pas juste 3 policiers qui ont un problème, c'est que tu as tout un système qui nie le fait qu'une personne est humaine aussi. Donc c'est clair que ça fait rebondir. Alors se mobiliser ici, c'est important, je pense, mais aussi pour dire qu'il faut qu'on se batte aussi pour que les hiérarchies dont on a hérité du passé, qu'elles puissent bouger, évoluer, et qu'on ne se retrouve pas dans les mêmes problématiques aussi ici. Et j'ajoute même que toutes les manifestations pour Floyd en France sont interdites. Oui, alors c'est le seul pays d'ailleurs, je crois, qui le seul pays européen, même du monde, voilà. A interdit les manifestations contre le racisme. Ouais. C'est prouve que la France est vraiment un pays pas raciste. Ouais. Voilà, Marie-France. Alors Laurence Makaba, on vient de le comprendre, vous êtes une femme engagée depuis longtemps. Alors j'ai une question à vous poser. Vous quittez la Guadeloupe en 2009. 2009, c'est l'année du LKP, c'est l'année où il s'est passé des grandes choses. Je voudrais comprendre pourquoi, j'allais dire, c'est justement cette année-là où vous voyez particulièrement en Guadeloupe. Alors pourquoi être partie? Alors, j'avais déjà pris la décision depuis 2008. Alors j'ai créé mon entreprise en 2006. J'étais 24-25 ans, j'étais assez jeune quand j'ai créé mon entreprise. Et j'avoue que j'avais un ras-le-bol. Un ras-le-bol parce que tu fais plein de choses, tu mets en branle plein de choses et puis tu te retrouves avec des problèmes avec des gens que tu connais pas, tu sais pas pour quelle raison. Enfin voilà, donc j'avais un ras-le-bol de la Guadeloupe. Mais pour le coup, c'était pas. J'ai bien compris que les gens qui viennent, les yakafoko, moi je les appelle, les gens qui viennent vous dire voilà, il suffit de faire ci, il suffit de faire ça, qui savent pas ce que c'est que d'être chef d'entreprise, ce que c'est que de choisir entre payer son loyer, payer les prestataires, qui savent pas les difficultés que ça peut causer, surtout quand on est jeune, surtout quand on est une femme, surtout quand on est noir. C'est pas de leur faute. Mais moi, j'avais ras-le-bol de ça, des paroles, des gens qui vous promettent ci ou ça, d'avoir cru et de se rendre compte qu'il n'y a rien derrière, d'avoir mis l'énergie. Donc moi, j'avais déjà décidé de partir et de faire une pause et de souffler. Et en fait, j'ai passé un concours pour une école de pub à Bordeaux, que j'ai réussi. J'ai fait d'ailleurs mon stage en Guadeloupe et je devais partir en 2009. Après le LKP, j'ai retardé mon entrée à l'école, en me disant, tiens, ça bouge, il va y avoir autre chose, et voilà. Et puis, non. Finalement, non, parce qu'on est resté dans les mêmes... ou du moins, moi, je l'ai vécu de la même façon, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé, on a mis beaucoup d'énergie en branle, mais on n'a pas été capable, par exemple, de dire, mais ça veut dire qu'il faut qu'on ait un changement de statut politique. On n'a pas été capable d'ouvrir ce chantier-là. On n'a pas été capable de bouleverser jusqu'au bout les choses. Je ne dis pas que la paix n'a servi à rien. Je dis juste qu'on aurait pu aller plus loin. Moi, j'avais l'espérance, en tout cas, qu'on aille plus loin. Et que ça soit l'occasion de faire tomber un certain nombre de choses. Et donc, au mois de juin, j'ai invité des copains. On a fait une grillade. Je leur ai dit, je pars quelques mois, je suis partie 4 ans. Voilà. Parce que moi, j'avais personnellement besoin de voir autre chose, de décrocher et de relativiser moi. Parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y a, comme je dis, il y a des gens qui viennent bienveillants. Et vous êtes tellement dans votre
dans vos problématiques que vous avez envie d'exploser les gens, alors que c'est pas de leur faute. Donc il fallait que moi je relativise et que je vois d'autres choses. Et donc j'ai vu d'autres choses pendant ce nombre de temps. Et puis je suis assez contente d'avoir fait ce crochet-là. Mais c'est clair que c'était pas chez moi. Oui, mais ça vous a fait effectivement une parenthèse, une petite bouffée d'oxygène. Et quand vous êtes revenu, vous êtes parti sur les chapeaux de roue. Oui. Alors, Laurence, vous êtes née en 1981, c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir en France, oui. Curieusement. Et traditionnellement, depuis quelques années, j'entends, pour les gens de votre génération, j'entends qu'on dit d'eux qu'ils ne sont pas politisés. Alors, est-ce que c'est vrai que les jeunes Guadeloupéens des années 80, la génération, comment on les appelle, Y? Les X, les Y. J'entends ça souvent. Et c'est une génération dépolitisée. Alors oui, je pense que on n'a pas su. Enfin, il y a une transmission qui s'est pas faite. De comprendre le cadre dans lequel nous sommes. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses que j'ai compris assez tardivement. Même si je pense que j'ai toujours été pour que la Guadeloupe soit indépendante et que ça gère toute seule, sans être dans une famille où ça soit des choses qu'on... Comment dire ? J'ai pas vu mes parents forcément nous imposer des choses comme ça, en fait. Il y a eu des livres à la maison que j'ai lus. Mon père a toujours... Enfin, c'est des discussions qu'on a régulièrement avec mon père, donc c'est des choses qui me paraissent pour moi évidentes. Mais par exemple, c'est 2009 qui m'a fait le discours sur... nous sommes une colonie. Pendant longtemps, moi, je me suis dit, il faut qu'ils arrêtent avec ça quand même, il faut qu'ils changent de disque. 2009 m'a fait ouvrir un dictionnaire pour chercher le mot colonie et voir que, ben oui, on est dans une colonie. Oui. Parce que pour moi, oui, il faut qu'on change, mais il y a un vocabulaire à changer, il y a des choses à changer. Et je crois que cette transmission-là doit se faire. D'ailleurs, on a monté pendant le Covid avec d'autres un groupe qui s'appelle Ensemble pour nous-mêmes, où on est parti de l'idée de sortir d'une culpabilisation et de dire, vous comprenez rien, à il faut qu'on prenne le temps d'expliquer. Donc on l'a fait pour l'agriculture une première fois, on a fait une deuxième fois pour expliquer en quoi c'est important pour la santé. Demain, on en a un pour parler justement de ces mouvements-là et des réussites, parce qu'on se vit souvent comme un peuple qui a beaucoup lutté mais qui n'a rien gagné, alors que si la Guadeloupe est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont lutté. Donc il faut qu'à un moment ou un autre, qu'on célèbre ces victoires-là nous-mêmes et qu'on les transmette et que nos enfants grandissent en disant qu'on est héritiers de ça. Et que s'il y a des panneaux en français et en créole, c'est pas par la volonté de l'État français, par mensuétude ou par bienveillance, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour ça. Si on a une agriculture comme celle-là, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour ça. Tout ce qu'on a aujourd'hui et qui nous paraît logique et évident, il y a des gens qui se sont battus pour ça. Donc je pense que cette transmission-là, oui, elle est à faire. Et moi, mon espoir, c'est que les jeunes qui arrivent ne découvrent pas des choses à 30, 35 ans et qu'ils grandissent en ayant conscience d'où on est et de ce qu'on vit. Donc ça veut dire qu'ils sont dépolitisés finalement? Oui, je pense. Je pense qu'il y a une espèce de résignation que par contre on a su transmettre, en se disant que c'est pas la peine de toutes les façons, ça sert à rien, et qu'on n'a pas su transmettre que c'est pas justement l'engagement politique. Et on parlait tout à l'heure de certains groupes de jeunes qui bougent, qui militent. La première chose qu'ils disent, c'est nous pas qu'à faire politique. À mon sens, quand on commence à dire ça, c'est qu'on n'a pas compris quel était le combat. Le combat, il est aussi politique. Et décider que... Moi, quand je fais le festival Héritage, pour moi, je fais de la politique. La politique, c'est pas juste d'aller sur une liste de maire et de dire votez pour moi, pas votez pour moi. La politique, c'est de dire on veut changer la société. Donc, quand on commence à bouger ces lignes-là, il faut qu'on soit conscient de ce qu'on fait. Oui, ceci dit, Élie de Motage, on revient à 2009, je veux dire à la fin du LKP, quand on lui dit maintenant qu'est-ce qu'on fait, parce que bon, c'était un... Et il a répondu, ah, nous on ne fait pas de politique, on passe la main. Et donc voilà, et ça revient à ce que vous dites, c'est que oui, mais bien sûr que tout le monde fait, tout est politique, je vais dire. Et là, ça a été, je crois que c'était une parole malheureuse parce que effectivement, ça s'est arrêté là. Et vous avez raison, on attendait tous quelque chose de positif après, parce que le départ était positif, j'allais dire. Oui. Mais il fallait que ça aussi, ça se conclue sur quelque chose d'intéressant. Et j'avoue qu'en 2009, quand on voit les élections régionales, moi j'ai pleuré à Paris. J'étais à Paris, j'ai pleuré. Sincèrement, franchement, de me dire qu'on a fait tout ça pendant 44 jours, qu'on a bloqué. Moi, pendant 44 jours, j'avais un bar, il était fermé mon bar. Ça veut dire que j'ai perdu de l'argent aussi en 2009. Mais bien sûr, comme beaucoup d'entreprises. Comme beaucoup d'entreprises. Donc quand on voit ça, quand il y en a plein qui ont été sacrifiés, il y a des chefs d'entreprise aussi qui volontairement m'arrachaient, en sachant qu'il n'y a personne derrière qui allaient payer leurs jours de travaux, de chiffre d'affaires de perdu, et de voir qu'au bout du truc, qu'on n'ait pas su transformer l'essai. Oui, moi j'ai pleuré en 2009. Mais après, on comprend évidemment que c'était aussi ils n'étaient pas partis pour ça non plus.
Voilà, et que aussi dans le LKP, c'était aussi beaucoup d'associations qui n'étaient pas forcément d'accord politiquement déjà. Donc c'était compliqué de dire, Oui. mais c'est vrai que ce courage-là, on aurait voulu le voir. Voilà, c'est la grosse frustration, je pense. J'imagine, pour beaucoup de gens. Alors, juste, donc, vous avez, en parlant de votre festival, Oui. justement Héritage, vous avez dit, l'idée du festival, c'est de réconcilier les gens avec l'histoire. Oui. Donc, c'est dans la même veine, mais alors, pourquoi? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? Alors, moi, ce que je voulais, c'est qu'on sorte de l'histoire, qu'on utilise comme une barricade. Et qu'on dise le nous, le yo, nos ancêtres qui étaient des victimes, enfin voilà. Qu'on arrive à comprendre qu'il y a des nuances et qu'on arrive à comprendre que parmi nos ancêtres, il y a eu des gens qui se sont battus, il y en a qui n'ont pas eu la force de se battre, il y en a qui ont eu un courage extraordinaire de le faire, de comprendre pourquoi ceux qui ne se sont pas battus de façon flamboyante, comment ils ont lutté aussi, parce que tout le monde a lutté quelque part. Il y en a qui étaient... souvent, moi j'ai horreur qu'on parle par exemple de l'expression nègre de maison, des choses comme ça. Tous, à tous les niveaux, ils ont toujours lutté. Il y en a qui ont empoisonné des habitations, il y en a qui ont saboté, il y en a qui ont donné des informations. Donc pour la partie esclavage, mais même dans tout ce qui est plus récent, et de comprendre que tout ce qu'on trouve logique et normal aujourd'hui, on vient de parler de vélo, tout ce qu'on trouve logique et normal aujourd'hui est le fruit de combats d'autres personnes qui se sont dit ça c'est important à ce moment-là. Et alors il ne s'agit pas de dire aux gens il faut qu'on oublie ou qu'il faut qu'on se réconcilie, qu'il faut qu'on avance. C'est pas le discours du tout qu'on est en train de dire là. C'est de simplement dire qu'il faut qu'on arrive à parler de cette histoire-là pour qu'on puisse sortir parler de l'esclave inconnu, puisqu'il y a des noms qu'on connaît, il y a des trajectoires qu'on connaît, il y a des gens qui ont fait des procès, il y a des gens dont on peut les humaniser. De l'autre côté, qu'on comprenne aussi les stratégies qu'il y a eu en face. Des stratégies qui font qu'on éteint des révoltes, qu'on donne à un quelque chose pour que l'autre n'entende pas. Enfin, voilà, qu'on comprenne vraiment toutes les stratégies qui ont été mises en place, toute cette époque-là, pour que quand les mêmes stratégies se mettent en place aujourd'hui, on les reconnaisse et qu'on ne dise qu'on ne tombe pas dans le piège. Voilà, c'est de ça qu'on veut parler et qu'on puisse en parler avec tout le monde. Et c'est pas un truc de noir, de blanc, d'indien, autre chose. Quand on a commencé à inviter d'ailleurs les groupes indiens sont produits aussi au festival, ils nous ont dit mais oui, mais c'est pas notre date, c'est pas nous on arrive après. Ils disent non, c'est comme le 14 juillet en France. Oui. C'est la date de la nation. Là, le 27 mai, c'est la date qui fige les rapports sociaux en Guadeloupe. Et qui dit, voilà, on va donner des sous aux propriétaires d'esclaves, on va organiser la plantation, on va faire venir des travailleurs ailleurs. Cette date-là, elle fige ce que nous sommes aujourd'hui. Donc il faut qu'on la comprenne pour qu'on puisse aussi travailler sur notre société pour la faire grandir et la faire évoluer, parce qu'on a tous notre place ici en Guadeloupe et qu'on doit tous la faire évoluer ensemble. Alors, tout à l'heure, j'ai posé la question sur la dépolitisation de notre jeunesse guadeloupéenne. Monsieur le pomme culturel, est-ce que, Laurence, vous sentez vraiment il y a une prise en compte de cette culture, premièrement, premier aspect, et deuxièmement, que, depuis quelque temps, on parle beaucoup des ICC, l'industrie culturelle créative. Est-ce que vous sentez en Guadeloupe, ça devient de plus en plus une industrie, la culture, on parlait de l'événement, l'événementiel après? Oui, moi je pense que oui. Alors pour la partie culturelle, en tout cas, je pense que le travail qui a été fait montre que, oui, la culture guadeloupéenne elle est vivante, elle n'est pas déconnectée. Et j'en veux pour preuve tout ce qui est hip-hop créole ou autre chose, on voit bien qu'il n'y a pas eu de renoncement, il n'y a pas eu de je prends le trap de X ou de Y que je fais que le mettre. Et il y a toujours cette idée-là de faire une alliance et de mettre aussi ce qui est nous dedans. Et on l'a vu dans le festival, on a invité aussi des scènes de hip-hop créole avec des gens comme Star J, Exos qui est là depuis 20 ans, avec des plus jeunes aussi, et ça fonctionne, et ils sont vraiment conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Je pense que la partie culturelle n'a pas failli, et d'ailleurs pour travailler dedans et pour être régulièrement en rapport avec des instances qui le font, on est l'une des îles de Guadeloupe, oui, des îles de la Caraïbe et des îles du département de France avec le plus de pratiques patrimoniales qui existent encore. Les maillolets, il y en a plein comme ça qu'on a réussi à sauvegarder. Même les pratiques culinaires ou autre chose, c'est des choses qu'on arrive à sauvegarder. Et on a beaucoup d'événements justement qu'on met en place, qu'on fait bouger. Et c'est vrai que ce qui manque justement, c'est l'idée d'industrie. On est dans une idée on fait pour sauvegarder, on fait pour ne pas perdre le gros quart, on fait pour ne pas perdre X ou Y, mais la partie, on monétise ça parce que c'est une richesse, c'est un pas qu'on doit passer, c'est-à-dire à réussir à se dire qu'on monétise, et ça ne veut pas dire qu'on travestit. Ça ne veut pas dire qu'on vend n'importe comment. Ça veut dire simplement que, comme on sait que c'est une richesse qu'on peut partager avec d'autres, qu'on peut faire comprendre à d'autres. Et on a fait venir l'an dernier Yosuke Onuma, qui est japonais, qui est fanatique de gros cas, quoi.
qui était mais vraiment waouh, c'était un truc extraordinaire pour lui d'être en Guadeloupe avec des gens du Roca et de chanter des chansons, de nos chansons. On a invité, alors le festival cette année a eu lieu sur internet, on l'a pas fait en vrai. Gino Sidson qui est camerounais et qui décide de faire une thèse de musicologie sous le Boulaguel. Voilà. Et qui revient régulièrement faire des études sur le Roca. Parce que quand il vient voir le Roca, ben c'est l'Afrique qui lui parle. Donc ça veut dire qu'il faut aussi on comprenne quelle est la richesse. Et que ça ne veut pas dire travestir, mais ça veut dire comment on l'échange et comment on en fait des métiers, comment on travaille autour de ça. Oui, et donc d'ailleurs pendant le festival, j'allais dire, c'est un peu aussi cette idée, c'est-à-dire que si j'ai bien compris, il y a une part effectivement présentation, conférence, il y a une part donc avec des groupes, mais il y a aussi, je veux dire, toute une présentation avec les associations, avec l'artisanat, avec, vous avez dit, les cuisinières, enfin, je veux dire, c'est quand même un melting pot de différentes activités du territoire. Mais est-ce qu'on pourrait pas, vous pourriez pas vous servir justement de ce festival pour ensuite passer à une étape peut-être pas industrielle, mais piocher certaines activités et les développer? Alors, je reprends juste la genèse du festival. Alors, pour comprendre, au départ, c'était une commande de la ville de Petit Canal qui voulait une organisation pour le 27 mai. Parce qu'au niveau des marches des esclaves, qu'il y ait mairie, qui est pas mairie, qui est ce qu'on veut, il y a toujours, la population se réunit toujours là le 27 mai. Et d'ailleurs, le monument, c'est la vasque qui est au-dessus des marches, mais les gens retenus dans la mémoire populaire, les marches des esclaves. Et de là, on a commencé on s'est dit, tiens, il y a un temps, on va faire une conférence. On s'est dit, bon, on va pas y avoir grand monde. Et au bout de 2 heures, alors que ça va durer 1 heure, au bout de 2 heures, on n'arrive pas à récupérer le micro. Parce que les gens ont des questions à poser et que les gens ont envie voilà. Et donc, c'est de là qu'en fait, l'idée de faire vraiment un festival autour de ça est née. On a déjà fait venir, en 2018, 2018, je parlais de l'année compliquée, des délégations de Barbade, de Venezuela, de la Martinique, de Dominique et de Sainte-Lucie qui sont prêtes à travailler avec nous sur ça, sur comment on travaille ensemble, sur nos industries créatives. À la Barbade, ils ont un ministère spécifique pour ça. Et comment on travaille sur le tourisme mémoriel pour faire venir des gens. Et qu'on maîtrise, nous, ce qu'on vend. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas des tours opérateurs lâcher les gens au Fort d'Elgrès, par exemple, et ne même pas savoir qu'il y a la tombe de riche, je pense, là. Voilà. Donc, il y a vraiment tout un truc comme ça. Et pour le coup, on est en train de travailler autour de ça, et c'est des choses qu'on va continuer à faire, parce que pour nous, là, il y a une vraie richesse qui est la nôtre, qu'on ne pourra pas nous voler, que les Chinois ne peuvent pas arriver, copier-coller, parce que c'est nous qui la détenons, et il est temps qu'on comprenne ça. Qu'il y a une industrie à mettre en place pour qu'on puisse créer des emplois autour de ça. Voilà. Juste une petite précision, Laurence, parce que j'entends, je ne sais pas si c'est une polémique, que la marche des esclaves, ce n'est pas véritablement le lieu où on vendait des esclaves à Petit Canal. Où on en est des recherches historiques sur cette question? On n'a pas de... En fait, il n'y a pas de document écrit sur les marches. Oui. De ce que j'ai trouvé, en tout cas moi, le dernier document qui est écrit, c'est un journal, le Nouvelliste d'Haïti, qui existe encore, qui envoie un courrier après un gros tremblement de terre, si je me souviens bien, pour demander si les marches des esclaves existent encore. De ce qu'on comprend, en fait, le bourg était en bas, et l'église, c'est pour ça qu'elle est à l'envers de l'église, et c'est un escalier usuel. D'accord. En fait, c'est un escalier usuel. Et dans les années 80-90, justement, quand les gens ont voulu se réapproprier, on a commencé à mettre des plaques dessus. Alors, ce qu'on sait, c'est que les bateaux arrivaient, les grilles arrivaient à la danse, et qu'après, on dispatchait les cargaisons d'esclavisés sur le port de Petit Canal. Donc, évidemment, très certainement qu'à cet espace-là, il y a pu y avoir des dispatchs entre les différentes plantations, mais on n'a pas de document qui dit que là, c'était un marché, voilà, en tant que tel. Voilà. Donc, il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont été rajoutées autour de ça. Il y a eu des gens qui disent qu'on les classait par ethnie. C'est pas vrai. Ils s'en fichaient des ethnies, clairement, les maîtres. De savoir qui est Ibo, qui est pas Ibo, c'est pas leur problème. Il y a eu beaucoup de choses de dites, mais a priori, ce serait un escalier construit sur la fin de la période esclavagiste et qui aurait été usuel pour que les populations aillent à l'église. D'accord. Merci. Il est 12h58. On prend la première pause de pub. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. Et la fin. Malheureusement. Oui. Toujours trop court. Sûr. Tu as déjà épuisé ton stock de questions? Oh non, loin. J'en suis loin.
Voilà, suite et fin du ZCL de ce vendredi 5 juin. Je rappelle la devise du ZCL VIP, il faut le dire quand même. Hein. Ah ben, que pour ceux qui le méritent. Que pour ceux qui le méritent. Eh bien, donc, elle le méritait aujourd'hui. Et notre invité aujourd'hui, c'est Laurence Makiaba, Laurence Neya Makiaba, qu'on interroge depuis un peu plus d'une demi-heure. Il nous reste à peu près 15 minutes pour poser toute la foultitude de questions que nous avons. Mais je sais très bien que Marie-France n'est pas au bout de ces questions. Non, non, bien sûr. Justement, nous parlons culture. Donc, je l'ai dit dans votre bio, à un moment, il y a eu effectivement un souci avec une collectivité qui n'a pas honoré ses engagements. Ça arrive malheureusement, et c'est vrai que, notamment dans la culture, ce sont des secteurs extrêmement sensibles qui ont besoin de financement pour exister. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement une manière de contourner cette dépendance à 100% avec les collectivités? Mais c'est pour ça qu'on milite d'ailleurs pour une... Enfin, on est à plusieurs chefs d'entreprise d'ailleurs dans l'événementiel de la culture à proposer qu'on puisse avoir une agence de la culture en Guadeloupe. C'est-à-dire qu'on a un organisme qui pourrait nous permettre de travailler sur des plans pluriannuels, parce qu'on se retrouve à cause des lenteurs des collectivités, parce que tout est très compliqué dans les processus de décision, parce qu'on ne comprend pas forcément nos métiers, et qu'on a toujours l'impression que c'est quand le spectacle est fait qu'on travaille, alors qu'on travaille 6 mois, 1 an avant, que par exemple pour une pièce de théâtre, il faut faire une résidence avec les acteurs pour créer la pièce de théâtre, que tout ça, ça se monnaie, qu'il y ait une agence de la culture en Guadeloupe et qu'on puisse, avec les collectivités qui financent, travailler ensemble de concert. Et pas qu'on ait la sensation que la culture quémande de l'argent. Quand on veut que le secteur économique reprenne, ben, le secteur public commande des bâtiments, le bâtiment commande des emplois, et ça fonctionne. Ça fonctionne pareil pour la culture, et ça fonctionne pareil pour tous les secteurs économiques. Ce qu'on demande, nous, parce qu'on a fait le point l'autre jour en termes de chiffre d'affaires, ce que c'était, on est à quelque chose comme 600 millions ou quelque chose comme ça en Guadeloupe, de chiffre d'affaires sur l'année. Quand on compte les marchés, quand on compte les fêtes, quand on compte tout ça, on est à 600 millions. Donc on est vraiment sur quelque chose où il faut qu'on arrive à sortir des coûts à la petite semaine, pour qu'on arrive à la pérennisation, et que les jeunes maintenant qu'on a mis à l'école à Pointe-Noire, ou des jeunes qui ont été se former sur des technologies spécifiques, puissent trouver du travail à l'année. On a suffisamment d'événements. D'ailleurs, Alain Mourin a fait une étude, on est la 2e île de la Caraïbe en termes d'événements, et qu'on n'arrive pas à monétiser, qu'on n'arrive pas à fidéliser. Chaque année, le festival de Gros Cas se fait parce qu'il y a des fanatiques de Gros Cas et que les gens tiennent des bouts de chandelle. Et cette année, on ne sait même pas si chauffeur. On ne sait toujours pas. Et chaque année, c'est toujours la même chose. On se pose toujours la même question. Tous les festivals, d'ailleurs, ont cette problématique. Chaque année. Alors que si on avait un plan pluriannuel, on a une école de la deuxième chance. Moi, c'est des choses que j'essaie de voir aussi comment c'est possible, mais c'est pas évident. On a des écoles de la deuxième chance, on a des jeunes qui veulent travailler, on a du chômage. On imagine si on est sur du pluriannuel et qu'on nous demande par exemple de prendre des jeunes en stage ou de prendre des jeunes en contrat, c'est des choses qu'on peut envisager, qu'on peut imaginer. Mais si on a les réponses des commissions 3 semaines, 1 mois avant l'événement, qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut pas développer la Guadeloupe, on ne peut pas développer nos métiers correctement. Donc tout ce qu'on demande, c'est qu'on ait une agence indépendante qui fonctionne de façon plus sereine sur nos métiers et qu'on puisse avancer. Même si on a des objectifs, on ne demande que ça. D'ailleurs, Laurence doit le savoir, il y a une fédération des métiers de la communication et de l'événementiel qui s'est créée très récemment. Alors justement, je pose la question. L'événementiel cette année, c'est une année zéro. On ne fait pas seulement en Guadeloupe, un peu partout. Oui. Est-ce qu'il y a une possibilité que ça redémarre vraiment l'année prochaine? On est en train de se poser la question parce qu'on est vraiment dans le doute. Faut imaginer qu'on est passé depuis février à on ne pourra pas se réunir à 5000, puis 1000, puis 500, puis 10. Maintenant, on nous dit 10. On nous dit qu'on peut reprendre l'avion, on peut s'asseoir les uns à côté des autres. Donc chaque semaine, ça change. Ouais. Pour bien comprendre, il y a certains d'entre nous qui ont perdu déjà 6 mois de travail, qui ne vont pas travailler les 6 prochains mois. Il y a des carnavals de la Caraïbe qui sont annulés parce qu'on voit mal comment faire le MAS avec le Covid et tout le reste. Le MAS avec des masses. Voilà. Même ça, c'est très compliqué d'imaginer tout ça. Oui. Donc c'est vrai qu'on est parti au moins pour jusqu'à fin 2021 à se poser des questions et à savoir comment on s'organise et comment trouver les solutions, parce que tant qu'il n'y a pas de vaccin, tant qu'il n'y a pas de remède, on est potentiellement sous la menace d'une reprise des... une épée de... Voilà. Une épée de Damoclès. Donc jusqu'à maintenant, on ne sait pas comment on va s'organiser, comment on va faire les choses. Donc c'est-à-dire qu'au moment où on parle aujourd'hui,
Vous ne pouvez pas nous dire si oui ou non Héritage reviendra l'année prochaine au 27 mai? On ne sait pas du tout. Alors, on a posé une option pour décembre, si c'est possible, peut-être au pire de faire décembre quelque chose. 2020. Voilà, avec un drive, comme ça se fait dans l'Hexagone. C'est une possibilité qu'on imagine. Mais pour le coup, on n'est pas du tout on ne sait pas du tout comment ça va se passer pour le moment. On est vraiment dans le doute et on attend de voir chaque semaine comment ça évolue, de voir ce qui est possible de faire, quoi. Voilà. Alors, une petite question rapide. Vous êtes membre aussi du CESR. Oui. Alors, quelle est votre fonction au sein du CESR? Comment faites-vous entendre votre voix? Alors, je suis présidente de la commission Génération numérique, Nouvelles économies et internationalisation. Pour bien comprendre ce qu'est le CESR, parce que les gens ne savent pas forcément ce qu'est le CESR, c'est la représentation de la société civile. C'est-à-dire que il y a un décret qui dit quels sont les différents corps qui doivent se retrouver, donc jeunesse, donc les syndicats de l'éducation, les grandes administrations, enfin voilà. Donc on est à plusieurs comme ça à se réunir. Et moi, je suis la représentante du collectif Jeunesse Guadeloupe, que j'ai rejoint quand je suis rentrée en Guadeloupe, qui avait organisé un grand BICA jeunesse. Et on a d'ailleurs écrit un rapport qui a servi ensuite au plan pour la jeunesse qui ont été écrits après par la région. Donc de cette association-là qui a fait plusieurs BIC, on nous a proposé d'inscrire au CESR. Et donc je suis dedans par rapport à ça. Et donc dans ma commission, on parle de numérique, d'économie numérique, de sortir le tout start-up, qu'on arrive à comprendre que le numérique aussi, c'est un apport pour la transition, pour que, par exemple, on l'a vu pour le Covid, que les secteurs primaires puissent mieux vendre, l'agriculteur puisse mieux faire connaître ses produits et qu'on puisse ensemble travailler de concert. Voilà. Mais je trouve que, si je peux me permettre, c'est vraiment une expérience formidable. Et quand je dis que j'apprends tous les jours, j'apprends vraiment de ces gens-là, par exemple des syndicalistes qui sont là. Et quand on parle de gens qui n'ont pas lutté en Guadeloupe et qu'on a toujours des trucs à dire, quand on voit des gens qui vous racontent que les tribulations qu'ils ont pour défendre une certaine Guadeloupe, pour défendre une certaine idée, des projets qu'ils arrivent à bloquer des fois parce qu'ils sont dans certaines instances, et les représailles qu'ils ont, les blocages des impôts sur leur compte pendant des mois. Enfin voilà, quand on voit la lutte, c'est pas forcément une lutte flamboyante, c'est pas forcément une révolution dans la rue, mais il y a des gens qui sont là et qui souffrent dans leur vie et dans leur chair pour que nos intérêts soient défendus. Et vraiment, je trouve que c'est une belle expérience d'apprendre avec d'autres qui sont pas forcément... Voilà, on a des gens du BTP qui défendent des choses, on a des gens... Nicolas vient de l'hôtellerie, c'est pas forcément... le même positionnement que tout le monde. Christophe Wachter lui-même est président et secrétaire des MPI. Donc on a tous des visions de la Guadeloupe différentes, on a tous des intérêts différents et on arrive là, dans ces instances-là, à discuter, à faire évoluer des points de vue et à faire bouger un petit peu les lignes. Mais au final, je veux dire, quand vous prenez une décision collégialement comme ça, est-ce que ensuite vous le soumettez à qui ou c'est Alors, on est une instance on est attaché à la région, c'est-à-dire qu'on donne des avis sur toutes les décisions de la région. Donc, avant que ça passe en commission et que ça soit voté par les élus, nous, on le reçoit, on dit qu'on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord, on met des bémols, on dit qu'il n'y a pas eu assez d'éléments. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que les administratifs de la région viennent nous expliquer pourquoi ils ont pris des décisions. Il y a des choses qu'on regarde au JT, on se dit, mais c'est monsieur qu'à comprendre. Et là, on comprend quelles sont les problématiques, quelles sont les lois auxquelles on fait face. Et donc voilà, ils viennent nous expliquer ça. Et on a une deuxième casquette qui est d'être force de proposition. Donc Christophe Wachter l'a fait plusieurs fois avec le tourisme durable. Donc on a fait des conférences, on invite les professionnels et on compulse les avis, on donne à la région en leur disant voilà ce que la société civile dit. Donc c'est dans ça qu'on est. Le rapport qu'il a fait, c'est celui-là aussi, c'est de poser la question à des professionnels. Ce que je fais dans ma commission aussi avec d'autres consultants ou des professionnels du numérique qu'on reçoit dans la commission aussi, qui nous expliquent leurs problématiques. Et ensuite, on fait remonter ces avis-là à la région aussi. D'accord, donc vous avez vraiment un avis consultatif. Voilà, un avis consultatif. Et ça nous permet vraiment de sortir les politiques par foutre-merde pour aller vers, OK, c'est aussi à nous, peuple, de prendre les bonnes décisions parce que c'est clair que si on reprend les mêmes systèmes, les mêmes circuits, qu'il faut qu'on vote les choses de la même façon, on prend 3 mois pour prendre une décision parce qu'il faut que ça passe dans plein de circuits, sinon on passe au tribunal parce que les règles ne sont pas respectées. Donc à un moment donné, on se dit peut-être qu'il faut qu'on fasse nos règles à nous.
faut qu'on fasse nos lois à nous, qu'on s'organise différemment et qu'on soit moins assujetti à des réformes décidées en Europe ou à Paris pour qu'on puisse avancer. Donc, tout à l'heure, ce sera ma dernière question, donc l'avant-dernière. Non, je te laisserai poser une toute petite comme ça. Merci de ta galanterie. Tu disais, en parlant de Laurence, quand elle a quitté Grand-Camp, elle est allée avec ses parents s'installer dans le Nord-Grande-Terre. Oui. Alors, la question est très simple vis-à-vis de Héritage. Est-ce que Héritage, c'est c'est un festival culturel? Est-ce qu'il n'y a pas moyen, de possibilité de lier Héritage à un développement du tourisme de Nord-Grande-Terre qui est un petit peu, oui. Je disais souvent, j'écrivais ça, on me le disait aussi, juste le tiers-monde de la Guadeloupe. Mais c'est vrai que le Nord-Grande-Terre a beaucoup de choses à faire connaître et à donner. Il y a beaucoup d'atouts. Et c'est ce que j'ai apprécié avec l'équipe de M. Mornal quand je suis arrivée, qu'on a commencé à travailler ensemble, parce qu'ils sont partis de l'idée qu'il fallait sortir de le Nord-Grande-Terre handicapé, Petit Canal handicapé, il faut qu'on valorise ce qui existe déjà. Et donc l'histoire, c'est quelque chose à valoriser. C'est de là que part d'ailleurs le festival. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaie de faire. Alors, le CTIG nous aide. On a reçu quelques influenceuses. Et c'est vrai que même quand il n'y a pas festival, que ce soit le CTIG ou l'ADA, qu'il y a des gens qui viennent, ils les font venir à Petit Canal pour découvrir Petit Canal. Donc on ne va pas dire qu'on n'est pas aidé, mais c'est vrai qu'on aurait voulu qu'il y ait une réflexion qui soit plus globale, de façon à ce que quand les valises du CTIG se posent dans le salon, à côté des plages, qu'on ait tous les événements de Guadeloupe, pour qu'on puisse aussi dire, voilà, il y a des choses particulières, parce que pour le coup, quand on a fait le point des îles de la Caraïbe, ils nous disent un festival comme ça n'existe pas dans les autres îles de la Caraïbe. Alors, on travaille avec une agence aussi, une jeune agence qui s'appelle Caraïbes. Bref, une jeune agence. Le nom m'échappe. Une jeune agence qu'on peut retrouver sur la page Héritage Experience, Viti d'Orville, voilà, la jeune fille qui s'en occupe, qui crée un package spécifique autour du festival, de façon à ce qu'ils viennent pour le festival, mais découvrent la Guadeloupe et le Nord-Grande-Terre sous le prisme de l'héritage. Et qu'on puisse de plus en plus parler de culture et d'histoire de Guadeloupe sans complexe. Qu'on puisse dire, voilà, on est des gens qui avons lutté, on était victimes de ça, on s'en est sortis, voici comment on a évolué, voici ce qu'on a gardé, voici nos héritages, qu'on puisse en parler sans complexe. Et pour moi, c'est vraiment une richesse en plus qu'on pourra... Parce que les plages sont interchangeables quelque part. Oui. Les plages sont interchangeables. Quand on parle de gastronomie de Guadeloupe, on a exactement les mêmes mots que la Martinique. C'est exactement le même vocabulaire, créole, épicé, nani, nana, c'est les mêmes choses qu'on dit. Il y a quelque chose de particulier qu'on ne peut pas échanger, c'est l'histoire et nos pratiques patrimoniales qui sont propres à nous et qu'on pourra retrouver nulle part ailleurs. Donc c'est des expériences que les gens peuvent vivre et qui peuvent vivre qu'ici. Donc c'est à nous de faire en sorte que les gens sachent que quand ils viennent ici, l'expérience qu'ils vont vivre là, ils ne vont pas la vivre à côté. Donc qu'on puisse accéder sur ça. En tout cas, je milite pour ça, qu'on puisse aller de plus en plus vers ça. Bref, c'est la dernière petite question. Une petite réponse. Voilà, je vais rebondir. Mais alors justement, cette volonté justement de mettre en avant ce patrimoine, est-ce que c'est aussi une volonté que vous retrouvez au sein de la CNGT? Parce que vous êtes quand même dans une communauté d'agglo. Est-ce que ça, parce qu'on a le sentiment que Port-Louis aussi bouge, on a le sentiment qu'aujourd'hui, au niveau culturel, il y a une certaine émanation. Et donc, est-ce que vous pourriez vous appuyer sur un ensemble de collectivités? Alors, depuis l'an dernier, le festival est devenu événement majeur du territoire. Donc la CNGT a reconnu qu'il y avait un événement qui portait les valeurs, et je fais partie du comité comment dire, il y a un comité consultatif aussi dans la CNGT avec les personnes ressources du territoire dans lequel je fais partie, et c'est vrai que c'est quelque chose, nous on essaie de développer sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que quand les gens vont venir à Petit Canal pendant 3 jours, évidemment, ils vont peut-être aller faire un tour à la plage à Port-Louis, ils vont manger dans un restaurant à autre part. Donc, c'est vraiment tout le territoire que ça fait bouger. Et c'est dans cette optique-là que les gens sortent de la vision du Nord-Grande-Terre comme juste la plage de Port-Louis ou la plage de Lens-Laborde, pour qu'ils se rendent compte qu'il y a des randonnées. C'est un territoire, quoi. C'est un territoire, il y a à manger, il y a des gens intéressants à rencontrer, il y a des fermes à rencontrer. C'est des choses spécifiques qu'on va retrouver à Basse-Terre, mais il y a plein de choses intéressantes à faire à Petit Canal, au fond dans le Nord-Grande-Terre, quoi. Au Moule aussi. Donc finalement, entre Grand-Camp et Petit Canal. Maintenant que j'ai une voiture, ça va? C'est ça le problème, en fait. Voilà, parce qu'à 17 ans, passer 2 heures le samedi matin à attendre le bus, voilà, ça calme. Oui, bien. En tout cas, Laurence, merci d'être venue. Merci pour l'invitation. On était très contents d'entendre. C'est la première fois qu'on soit une jeune. Vraie jeune.
Bon, femme. J'ai 38 ans, j'ai pas jamais dit que je suis jeune toujours. C'est quand même, Je sais, c'est on pas a eu bien. beaucoup d'invités, je t'avoue que Ouais, je tu ne t'en saurais souviens pas, mais moi, répondre. j'ai regardé un petit peu le planning. Oui. Jeune femme, non, on n'avait pas reçu. Alors, il faut qu'on continue. Oui, il faut C'est qu'on une continue. lacune, hein. Voilà.